La discipline, donc, on va en parler avec vous, docteur Rubens Madja. Vous êtes pédopsychiatre, praticien hospitalier à la Maison de Solène. Vous avez publié en juin dernier D'une bêtise à l'autre aux presses universitaires de France. Zéro de conduite, mon enfant fait des bêtises. Nous vous écoutons. Merci, je suis très content d'être ici, un colloque organisé par l'OSE. Et oui, je vais plutôt vous parler de l'indiscipline que de la discipline, en fait. Avec un cheminement qu'il faudrait qu'on prenne ensemble pour essayer d'arriver à une relation entre les bêtises normales de l'enfant et voir si on peut atteindre les troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire finalement de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme paramètres qui pourraient faire passer d'une clinique à l'autre, une clinique dans le normal, dans la clinique normale, et vers le champ pathologique. Et ça, c'est un des efforts que moi je fournis beaucoup, quel que soit le sujet. C'est un effort qui est celui d'un psychanalyste en devenir que je suis, et donc qui fait partie de la pensée psychanalytique, qui est d'essayer de maintenir une continuité entre le champ du pathologique et le champ du normal, et essayer de lire la maladie des enfants à partir du champ du normal. Ça devrait s'éclairer un peu au fur et à mesure. Donc si on reprend l'exemple de la bêtise pour rejoindre les troubles du comportement, on convient que c'est une scène banale et normale de la vie de l'enfant. Et pour avoir regardé un peu, c'est difficile de définir et de circonscrire la scène de la bêtise. Et donc je vous propose un modèle de lecture pour l'appréhender, qui est d'y reconnaître un versant ludique et un versant antisocial. Le versant ludique de la bêtise, il nous apparaît facilement, c'est celui qui donne à la bêtise son caractère enfantin, son caractère euh, euh, oui, plutôt de l'imaginaire. C'est ce qu'on voit dans les bêtises de Peter Pan, de Bécassine, des choses comme ça, où l'inintelligence, l'idiotie domine. Et puis l'autre versant de la bêtise, c'est le versant antisocial, où domine bien plus la transgression des règles, l'attaque de l'ordre, l'opposition, la provocation, souvent le recours aux agirs à ce moment-là. C'est ce qu'on voit plus dans des figures comme celle d'Oliver Twist ou de Gavroche, ou voilà, d'autres personnages de la littérature. Alors à quoi nous sert ce modèle de lecture, de trouver deux versants à la bêtise? C'est finalement d'essayer d'établir un gradient euh, entre le normal et le pathologique, c'est-à-dire entre, à un pôle, une bêtise où le versant ludique serait très exprimé, et à un autre pôle, une bêtise où le versant ludique le serait bien peu, et la bêtise se résumerait à un acte antisocial. De dire comme ça permet d'envisager un paramètre qui a déjà été cité par le docteur Tisseron et également par le docteur Cohen, qui est le jeu, la capacité à jouer chez un enfant, la capacité de rêverie, la capacité de jeu psychique, la capacité de lier à toutes les opérations psychiques un scénario, une histoire, un jeu. C'est un paramètre fondamental, garant probablement de la bonne santé des enfants. Autrement dit, lorsque dans une bêtise s'ajoute au pôle antisocial la dimension ludique, le scénario, l'histoire, alors ça rend à la clinique sa valence normale. En revanche, lorsque la dimension ludique se perd, il ne reste qu'à la bêtise que sa forme antisociale, sa forme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la clinique de la délinquance, à la clinique des troubles du comportement, des enfants qui ne sont pas capables de rester avec eux-mêmes, de penser, de rêver, de raconter des histoires à l'interlocuteur, etc. Pour que vous sachiez, on a monté une consultation avec le professeur Gols à l'hôpital Necker, au centre médico-psychologique du 15e arrondissement, qui est une consultation qu'on a arrêtée pour des raisons diverses, mais qui ne sont pas liées à la clinique, qui s'appelait Consultation pour les enfants qui font des bêtises. Et donc on a pu voir ce que c'était c'était compliqué parce que
Il y avait la porte d'entrée est grande, mais c'était l'idée qu'il faisait trop de bêtises. Et on a pu voir à quoi ça ressemblait la clinique de ces enfants qui font trop de bêtises, c'est-à-dire finalement des enfants pour qui le recours à la bêtise est trop systématique. C'était à la fois sur cette dimension quantitative, ces enfants qui en faisaient trop de manière systématique, c'était finalement une de leurs seules réponses aux situations de frustration. Et de la même manière, la qualité de la bêtise était bien peu la même, bien différente de celle des enfants dits normaux, c'est-à-dire c'était des bêtises non scénarisées. Donc on peut poser comme ça, c'est un exposé court, donc c'est des idées comme ça assez radicales d'emblée, mais que au sein même de la bêtise, il y a la bêtise de vie, la bêtise liée à un scénario, la bêtise donc de liaison, et puis une bêtise bien plus dure, qui est la bêtise qu'on pourrait appeler de mort, ou la bêtise de déliaison, qui elle se résume par un attentat antisocial. Autrement dit, c'est pas un exposé pour faire le plaidoyer des bêtises, de dire que c'est bien de faire des bêtises quand on est un enfant. Non, non, c'est pas ça. C'est bien plus un travail qui remet au centre la notion de jeu psychique. Et si ça doit plaider pour quelque chose, c'est bien pour la capacité de rêverie, l'éternelle capacité de rêverie, comme disait René Dietkin, la capacité à jouer et de jeu dans les opérations psychiques de l'enfant. Je vais vous raconter une vignette clinique, parce que c'est ça qui amuse le plus et qu'il faut jouer. Assez courte, et pour y lire la succession, c'est une séquence d'un enfant normal, qui n'est pas malade, et pour y lire la succession et la progression des différentes stratégies psychiques que l'enfant va utiliser pour se sortir d'un événement qui va lui poser problème. C'est une scène qui se passe sur une aire de pique-nique. Il y a un père, une mère, un aîné de 4 ans et demi et un bébé. Le père regarde la carte routière, c'est sur une aire de pique-nique mais autoroute. La mère joue à un jeu de main tendre avec l'aîné et le bébé dort dans sa poussette. Tout se passe bien pour l'aîné, c'est lui notre sujet d'étude. La scène commence lorsque le bébé se met à pleurer et la mère interrompt donc le jeu avec l'aîné pour s'occuper du petit. On va voir comment va réagir le petit et essayer d'y mettre un peu d'explication psychopathologique. La première réaction de l'aîné, c'est de se mettre à côté de la mère, qui est en train donc à ce moment-là de s'occuper du petit et de lui donner un biberon. Il se met à côté de la mère, et comme le disait M. Tisseron, en usant comme ça d'un jeu de rôle formidable, il incarne comme ça le papa, se met à côté de la maman et lui dit à la maman, tu as vu comme il est mignon le petit. Et pour ça, il applique des caresses sur le front de l'enfant. Seulement, les caresses qu'il lui applique le trahissent un peu, et le bébé sent bien qu'il lui arrive quelque chose de pas si tendre que ça sur le front. Alors, il se met un peu à pleurer. La mère demande à l'aîné de s'arrêter. La scène se reproduit quelques fois, jusqu'au moment où la mère lui demande définitivement d'arrêter d'appliquer ces étranges caresses sur le front de son fils, de son frère. Et là, la séquence suivante, c'est que l'enfant, l'aîné, quitte alors la dyade mère-enfant et prend un sandwich qui était sur la table de pique-nique, un jus d'orange, et s'éloigne vers les pigeons. Il émiette son sandwich par terre, et lorsque les pigeons s'approchent pour manger les miettes, il verse son jus d'orange sur eux. Il a l'air de bien s'amuser à ce jeu sadique, de donner à manger aux pigeons et de les maltraiter ensuite. Et le père, voyant la scène, engueule son fils, lui rappelant qu'on ne jette pas la nourriture, les règles de base de l'éducation. Ce sur quoi l'enfant, à nouveau, est interrompu dans sa seconde stratégie de sortie du traumatisme, si je puis dire, originel, qui était celui de voir sa mère l'abandonner pour un plus petit. Et la scène se dégrade un peu. Il s'assoit alors sur la chaise près de la table de pique-nique, prend des cailloux et les balance sur les pigeons. Il vérifie que son père ne le regarde pas, mais moi qui étais pas loin,
je savais bien que tout ça avait pour but de se prendre une bonne fessée. C'était, en tout cas, mal fait de sa part, j'ai trouvé, pas très discret, et je m'attendais bien à ce que le père intervienne. Ça n'a pas loupé, il balance les cailloux sur les pigeons, le père lui demande d'arrêter, voit ça, l'engueule, le fils se met à grogner, à pas être bien, à s'énerver, met un coup de pied dans la table de pique-nique, fait valdinguer ce qu'il y a dessus, et là le père s'approche de son fils et il lui applique une fessée sur les fesses et lui dit maintenant tu sais pourquoi tu pleures. La dernière séquence, c'est qu'il se met à sangloter terriblement jusqu'à convoquer la mère qui lâche le petit et reprend le grand. Alors, cette séquence, évidemment, la méthodologie est douteuse d'utiliser une scène du normal aussi banale que celle-là pour pouvoir valider des propositions psychopathologiques. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'enfant va user de stratégies successives qui vont lui permettre de ne pas se confronter à la frustration qui lui a été infligée au départ. La frustration au départ, c'était celle de voir, comme on l'a dit, sa mère l'abandonner. L'abandonner pour un plus petit. Devant cette réalité-là, il va user de plusieurs stratégies qui sont les produits de la capacité à jouer. Une des plus belles capacités à jouer, c'est la capacité de se prendre pour quelqu'un d'autre. Le jeu de rôle, c'est l'identification, mécanisme bien sophistiqué du fonctionnement mental. Et l'enfant, donc, joue au papa en se mettant à côté de la maman et commente auprès de la maman combien le petit est mignon. Trahi par sa jalousie, on pourrait dire, bonne aloi, le voilà qui n'est toujours pas un enfant malheureux ou triste d'avoir été abandonné par sa mère. Non, non, il garde toujours son calme initial. Autrement dit, il use bien d'une défense qui lui permet de ne pas se déprimer face à la frustration initiale et s'éloigne pour réaliser une opération qui est celle d'une bêtise. Alors qu'il connaît bien les règles et qu'il sait bien qu'il ne faut pas balancer ou jeter la nourriture par terre, il est en totale régression, une faillite de ses connaissances qui sont des connaissances de base quant à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais d'un coup, on pourrait lui reprocher de ne pas savoir, en fait, il sait bien, mais il se défait de sa connaissance et se retrouve là à faire sa bêtise, ce qui lui permet, à nouveau, manifestement, de ne pas vivre un état de déplaisir lié à la situation d'origine. Mais à nouveau, cette seconde stratégie permise par le jeu est interdite par le père. Et là, la clinique se dégrade. La clinique se dégrade, on voit que l'enfant est un peu à court d'usage du jeu, et on va assister à une clinique beaucoup plus crue, qui est celle qu'on pourrait retrouver dans ce qu'on appelle les TOP, les troubles oppositionnels avec provocation. On voit un enfant qui maintenant est dans une relation directe d'attaque du père, en défiant le père de sa capacité à le punir ou non. Et donc il est dans une clinique où il n'y a plus de jeu, où il reste un peu de la provocation, elle a encore sa malice celle-ci, mais en tout cas, cette fois-ci, il y a une certaine abrasion de sa capacité à jouer, et le voilà qui lance des cailloux de manière bien plus délinquante, pour le dire comme ça, que ça ne l'était au départ. Jusqu'à ce que le père intervienne et interdise à nouveau au fils, jusqu'à ce que ce fils, finalement, commette un passage à l'acte, mette un coup dans la table de pique-nique, et là, c'est véritablement du vandalisme. Voilà ce que je voulais vous raconter comme histoire pour vous montrer une idée comme ça qui est celle que probablement que ce qui fait une des choses, parce que la psychologie est bien complexe, mais une des choses qui peut faire basculer du champ du normal vers le champ du pathologique, c'est la perte de la capacité à jouer. Et ça a été aussi bien présenté par le docteur Tisseron tout à l'heure dans les relations qu'on peut avoir avec l'écran. Je dirais je conclurai par la formule suivante qui découle un peu de ce qu'on a vu. C'est que voilà, peut-être une façon différente de comprendre et de voir ce que c'est que la bêtise, d'entendre la bêtise comme un mécanisme de défense, d'une certaine manière. Un mécanisme de défense face à la menace dépressive que confèrent les frustrations imposées par la réalité.
de l'envisager comme ça, et de voir que c'est un mécanisme de défense qui permet plusieurs choses. La première, c'est qui permet de dénier, c'est-à-dire de refuser la réalité et les règles. Et la deuxième chose, c'est que c'est un mécanisme de défense qui est assez précaire, et que parfois, procéder à cette bêtise et à ce refus de la réalité est une première ligne de défense devant probablement un des destins qui peut être l'acceptation. Pour le dire plus simplement, on sait bien que parfois, avant de dire oui, on aime bien dire non. Et de dire non, ça permet de se décaler un peu d'un risque d'indifférenciation totale à la règle, de soumission totale à elle. Et donc que de dire non, ça permet comme ça de se décaler, de maintenir une certaine subjectivité, identité par rapport à ce qui nous est imposé, et puis petit à petit de s'y faire, c'est-à-dire au fond de mettre en place des fonctionnements plus complexes. Je vous remercie. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante, notamment dans le lien entre la bêtise, le ludique, donc le jeu. Et moi, je voudrais vous interroger sur le caractère sérieux du jeu et savoir si vous auriez des remarques à nous faire sur le lien entre le jeu et l'expérimentation, entre la bêtise et l'expérimentation. Puisque là, vous partiez du présupposé que l'enfant savait déjà ce que c'était qu'une bêtise ou que tel geste était connoté comme ça. Et dans l'expérimentation, pas toujours. Donc quel lien vous feriez entre la bêtise et l'expérimentation? Merci. Alors, je ne suis pas sûr de bien répondre à la question, mais en tout cas, de mon idée, la bêtise n'a rien à voir avec l'erreur. La bêtise n'a rien à voir avec l'erreur et avec la faute. Je pense vraiment que c'est l'opération d'une régression, d'une faillite des connaissances. Les enfants qui font des bêtises, ils disent je savais qu'il fallait pas, mais j'ai fait quand même. Alors en effet, ils vont sans doute expérimenter quelque chose, vérifier quelque chose, aller chercher quelque chose, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas leur prêter une méconnaissance des règles. Ils ne vont pas chercher... il ne s'agit pas d'un enfant de 2 ans qui va mettre ses doigts dans la prise. Il ne s'agit pas de cette bêtise-là. Hein. Il s'agit véritablement, ça c'est un enfant qui ne sait pas. On pourrait dire que pour que la bêtise dont je parle soit commise, agie par un enfant, il faut justement que comme préalable, il ait acquis la connaissance. On pourrait dire que la bêtise, c'est la mise en acte d'un refus de la responsabilité. Quand un parent dit à un enfant « Bon, c'est bon, maintenant je te fais confiance », c'est une mauvaise nouvelle pour l'enfant. Hein? Et de mettre en acte la bêtise est l'occasion de retrouver un équilibre, une harmonie de petits. Et donc, dans le traitement de ces enfants qui font beaucoup de bêtises, il est à chercher ce qui est refusé comme ça à outrance chez lui. Donc c'est une faillite des connaissances, c'est une régression, c'est revenir à un stade où on ne savait pas, qui est un stade bien confortable où c'est les parents qui savent pour nous. J'ai une question par écrit. Vous me corrigez hein, si je la lis pas correctement. Comment repêcher un enfant pris dans l'échec de sa stratégie du jeu avant qu'il ne passe à la phase délinquante? Bah oui, c'est une question fondamentale. Ça concerne d'une certaine manière nous les psys, mais nous tous, à maintenir, à préserver la capacité de rêverie chez l'enfant, la capacité à jouer, le travail psychothérapique qui l'aide à ça, la calmie familiale qu'on peut créer à l'occasion d'interventions, consultations familiales sert à ça. Le but est de pouvoir créer suffisamment de parexcitation chez l'enfant et d'apaiser certaines de ses angoisses pour libérer les courants de jeu, on va le dire comme ça, sa capacité à se raconter des histoires. C'est vraiment tout le travail. Est-ce qu'il y a une dernière question, une ultime question de cette première table ronde?
Oui, vous travaillez à la Maison de Solène où on traite beaucoup des problèmes de comportement alimentaire. Est-ce que vous qualifiez cela de bêtise? Alors, c'est une jolie question parce que les patientes qui ont des troubles du comportement alimentaire, elles vivent souvent le fait d'avoir succombé à un plaisir de manger, parfois trop, comme une vraie bêtise. En tout cas, le point commun, l'axe principal, c'est sans doute de penser de manière un peu générale que lorsqu'on a un symptôme, y compris à l'adolescence, c'est qu'on refuse quelque chose qui s'est passé, des changements qu'on recherche comme ça à retrouver par le biais du symptôme, par le biais de la régression que confère le symptôme et de la relation aux autres, de retrouver un état antérieur, un état d'avant, dans lequel on supporte mieux les changements qui se passent. L'adolescence, c'est une période où on fait beaucoup de symptômes parce que beaucoup de changements se font. Et de ce point de vue-là, on peut approcher les deux choses de cette manière. On me dit qu'il y a une dernière question dans la salle. Vous pouvez penser que bien des bêtises sont une recherche de l'excitation par l'enfant, à la fois l'excitation de la bêtise elle-même et bien sûr de ce qui va lui répondre éventuellement du côté des parents. Oui, il y a une relation qui s'installe entre... En réalité, mon idée sur ça, c'est que la relation qui s'installe est une relation de coexcitation entre celui qui fait la bêtise et le père. Puisque symboliquement, c'est le père qui va venir, qui va intervenir fermement contre la bêtise. Et donc toute cette clinique de la transgression, c'est une clinique qui met en avant deux personnages, l'enfant qui commet la bêtise et celui qui représente la loi. Comme souvent en psychanalyse, ce qui est trop visible n'est pas la marche à suivre. Probablement que la clinique qui met trop en avant la relation de confrontation entre le père et l'enfant permet de ne pas mettre les yeux sur la scène primitive, si je puis dire, c'est-à-dire l'abandon par la mère. C'est intéressant de voir comme la scène finalement se résume par une lutte entre l'enfant et le père, alors que initialement, et donc ça permet d'imaginer que dans l'esprit de l'enfant, ce qui est recherché, c'est que c'est bien le père qui est venu lui voler la mère, puisque c'est contre lui qu'il s'attaque. Et c'est une manière de romancer la scène initiale, qui est plus dur à son égard que ça, c'est que la mère n'était pas là que pour lui. Or, dans son premier scénario, la mère est là pour lui, mais c'est son père qui lui en prive. Voilà comment moi je lis la relation de coexcitation, la recherche comme ça d'attaque du père, les réponses du père. Je me souviens d'une fois, une scène à la maison des adolescents justement, où un jeune garçon faisait plein de bêtises et son père me disait en chaque fin de consultation qu'il avait trouvé dans les placards de celui-ci des journaux comme ci, ou il me demandait de faire des tests d'urine pour savoir si son fils avait fumé, etc. Et un jour, il me raconte qu'il était en train le père, il était dans sa chambre en train d'appliquer des caresses à la mère, ils étaient dans un moment d'intimité, et il entend des bruits derrière la porte. Et il soupçonne son fils de regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce que fait le père à ce moment-là? Il s'approche de la serrure et il regarde par le trou de la serrure s'il y a bien son fils. Et il se retrouve œil contre œil avec une serrure entre les deux. Je trouvais que c'était un bel exemple de relation, de coexcitation comme ça. Merci.